Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Vendée Globe, 72e jour de course. On n'est toujours pas au temps du record précédent, je rappelle. Donc c'est-à-dire que les concurrents qui vont arriver dans 2 jours, eh bien, seront peut-être encore en avance par rapport au record. Ce qui semble assez exceptionnel, mais voilà, c'est quand même, ça montre comment Charlie Dalin a quand même explosé le précédent record. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures. On parlera des problèmes de certains concurrents, du classement. Enfin, j'ai envie de dire, comme d'habitude, depuis 69, je crois, parce qu'on en a raté 2-3 journées. Je crois qu'on est à 3 journées de manquer. Voilà, depuis 69 débriefs de course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Plus vous cliquez rapidement sur notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On va déjà commencer par le trophée Jules Verne. Pourquoi je vous montre pas la carte du trophée Jules Verne? Bah parce qu'il a déjà abandonné sa tentative, notre ami François Gabard avec SVR Lazartigue et ses 5 compagnons de route, bah parce qu'en fait la fenêtre qui s'était un peu ouverte hier s'est refermée. La fenêtre météo, donc c'est pas à cause d'un problème technique, c'est juste que la fenêtre météo n'est plus bonne, donc il a décidé de repartir en ce qu'on appelle le code orange, et donc de réattendre quand une nouvelle fenêtre météo deviendra meilleure du côté de SVR Lazartigue. Après, moi je trouvais quand même que c'était partir, il est quand même parti donc de Bretagne, hein, dans les conditions météo les plus dures peut-être qu'on peut avoir. Voilà, en fait, il allait partir dans la même tempête que les 5 de devant sur le Vendée Globe. C'est-à-dire qu'il partait quand même dans des conditions extrêmement dures. J'étais assez surpris quand j'avais vu cette information, parce que pour moi, ça paraissait quand même des conditions un peu casse-bateau, pour tout vous dire. Et la première fois qu'il est parti dans des conditions dures, je rappelle qu'il a pété quand même un foil dans l'affaire. Ouais, j'étais assez surpris qu'il reparte dans des conditions extrêmement violentes. Surtout avec cette grosse dépression comme ça qui était face à lui et qui propose pas vraiment de solution, enfin pas vraiment d'échappatoire. Surtout qu'hier c'était plus violent encore qu'aujourd'hui, hein, donc la tempête était vraiment très costaud. Là c'est une chouille calmée, ça reste quand même dur, mais ça c'est une chouille calmée. Mais j'étais assez surpris par cette idée de François Gabard. De partir encore une fois dans des conditions difficiles. Mais après, bon, comme je vous avais dit, il est un peu obligé de partir maintenant parce que, en gros, à partir de février, ça va se compliquer parce que ça veut dire que s'il part en février là, il arrive donc mi-mars. Ça veut dire qu'il va se retrouver dans les mers du Sud, mais dans des mers du Sud qui seront plus vraiment en plein été. Donc ça veut dire avec des nuits un petit peu plus longues dans les mers du Sud et surtout dans des conditions encore plus fraîches à l'intérieur du bateau, donc des conditions de vie qui vont être encore plus dures. Et c'est vrai que là, on est un peu dans la fin de la fenêtre de départ, hein. S'il part pas dans les 15 jours, François Gabard, c'est fini. Il repartira plus. Donc il le sait aussi. Il sait aussi que normalement, c'est sa dernière tentative, hein, pour le moment de Jules Verne. Parce qu'il disait que l'an prochain, il ne le ferait pas. Ouais, bah c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué là pour le moment, mais... je pense qu'il a voulu partir parce qu'il s'est dit, bon, on sait jamais, ça va peut-être s'améliorer dans le temps. Sauf que, bah ouais, c'est une prise de risque pour le moment. Mais bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite pour lui. On commence avec Jérémy Bayou. Jérémy Bayou qui a pris de l'avance par rapport à Sam Goodchild, ce qui est tout à fait normal. Par contre, il a perdu un petit peu par rapport à Nicolas Lundven et Paul Meillat, qui se font un petit peu la course. Il y a une centaine de mille avec Paul Meillat. Nicolas Lundven est à 118 000. Lundven était à 130, Meillat à 150. Meillat a fait vraiment une belle journée. Donc ce qui fait que Jérémy Bayou a un petit peu moins d'avance. On voit que la situation... bon, elle va pas vraiment s'améliorer dans les heures à venir, hein, parce que là, ça va être vraiment le dur. Le dur, pourquoi? Parce que vous voyez que dans 24 heures, il sera ici.
au mieux, hein, il sera ici, sauf que vous voyez qu'il y aura du vent fort à l'intérieur de la zone du DST, du Cap Finistère, et également à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va être obligé de passer comme ça, parce que là c'est vraiment trop risqué, il n'y a vraiment pas d'échappatoire, sauf qu'il va être quand même dans du vent fort dans cette zone-là, mais ça devrait bombarder, je pense, sévère, même s'il y aura quand même encore une mer assez importante, hein. Là ils sont quand même dans 6 mètres de mer, enfin 6-7 mètres de mer, voilà, ils seront encore dans 4 mètres, 3 mètres 50 de mer, donc ça va un petit peu les embêter quand même pour faire avancer les bateaux, et ça risque de taper encore violemment, mais il va être quand même obligé de garder une vitesse assez importante, Bayou, parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas freiner. Encore une fois, il a 100 000 d'avance. 100 000 d'avance, c'est 4-5 heures de navigation, surtout dans des conditions rapides comme on est en ce moment. Donc c'est-à-dire qu'il est quand même obligé de conserver un minimum de vitesse, un minimum de rythme, et lui qui peut-être aimerait préserver un petit peu le bateau, ne peut pas, parce qu'il a deux adversaires qui sont extrêmement proches et qui, eux, continuent de cravacher sévère. Surtout que c'est... pourquoi ils continuent de cravacher? Parce que c'est une place dans le top 5 qui se joue. Et finir 6e ou 5e, c'est pas totalement la même chose quand même. 5e, t'es dans le top 5 de la plus grande course, la course la plus dure au monde. 6e, bah tu l'as un peu dans le cul, quoi, hein, on pourrait dire. Donc il y a quand même une bagarre entre les deux. Et puis, ils doivent se dire aussi, potentiellement, 4e et 5 aussi, hein, pour les deux, s'ils arrivent à dépasser Jérémy Bayou, selon leur stratégie. Donc ça va être très intéressant de suivre les prochaines 24 heures. Mais vraiment très intéressant parce que ça va être vraiment pour avoir des surprises dans 24 heures avec un Jérémy Bayou qui soit plus 4e. C'est pas encore fait. Donc ça va être la grosse bagarre et ensuite ça va quand même un peu se calmer, hein. Quand ils seront là, ça va se calmer. Mais ensuite il faudra réfléchir à la trajectoire idéale. Je pense que la trajectoire idéale, si on regarde bien dans 48 heures, ça va être de monter Bretagne et de redescendre. Parce qu'on voit que là il n'y aura vraiment pas de vent du côté dans le golfe de Gascogne. Là il n'y aura vraiment pas de vent, donc je pense que l'idée ça va être de monter Bretagne, donc de faire hop là comme ça et de redescendre. Mais vous voyez, donc ça va suivre un petit peu cette dépression qui va être costaud encore. Il faudra pas trop perdre de temps non plus, hein, parce qu'on voit que dans 3 jours l'entrée va être très difficile dans les Sables d'Olonne, hein, parce que vous voyez qu'il y a la dépression suivante qui est ici, qui est extrêmement costaud. Donc c'est vrai que pour le groupe Dutreux-Crémer, ça va pas être simple. On utilisera peut-être même la porte tempête. Il faut savoir qu'il y a 2 portes d'arrivée, hein. Vous avez la porte normale que l'on voit ici, qui est donc la ligne d'arrivée, et vous avez une porte ici qu'on appelle la porte tempête en cas de grosse situation de vent qui peut être activée par la direction de course pour des questions de sécurité. Et c'est peut-être cette porte-là même qu'on utilisera dans 3 jours, parce qu'on voit que là le vent sera costaud ensuite, et l'avantage pour les concurrents de derrière, c'est qu'ils seront sur une route où ils ne seront pas obligés de monter aussi haut en Bretagne, eux, parce qu'ils auront du vent quasiment jusqu'au bout, mais avec beaucoup de vent, et il faudra faire très attention. Voilà, il y aura pas mal de vent pour les concurrents d'après. Dans les 3-4 prochains jours, il y aura pas mal de vent, donc ça ne sera pas forcément facile. Bon, donc bagarre entre en ce moment Jérémy Bayou, quand même 370 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, sauf que derrière, on a été du côté de Nicolas Luven 386 000 quasiment, et 375 de parcouru pour Paul Meillat. Mais vous voyez également que sur les 4 dernières heures, à la fois Nicolas Luven et Paul Meillat ont été moins vite que Jérémy Bayou, assez nettement même, hein, du côté de Nicolas Luven. 22 000 de différence, hein, entre les deux, donc on voit que c'est assez net. On voit aussi qu'il y a quand même une différence assez nette par rapport à la VMC. Nicolas Luven est à 16.1 en VMC, donc la vitesse par rapport au vent, donc c'est la vitesse la plus fiable en fait, on va dire. 16.1 pour Luven aussi, donc Meillat et Luven au final sont assez proches de ce côté-là. Et ils sont surtout plus rapides que Jérémy Bayou, quasiment un nœud d'écart pour Meillat, 1 nœud 5 pour Luven, ce qui permet de comprendre pourquoi ils ont repris beaucoup de retard. Surtout que je rappelle qu'eux, ils sont plus proches de la route idéale, qui est cette route-là,
donc la route loxodromique. Donc ils sont plus proches, alors que Jérémy Beyou c'est un petit peu écarté, voilà, pour avoir du vent. Donc c'est ce qui leur permet également de se rapprocher un petit peu. Derrière, Sam Goodchild, voilà, hein, il peut plus suivre les cadences. Hein, je rappelle, sa grand voile est cassée en deux. Elle a vraiment explosé hier. Voilà, quand vous voyez les photos et la vidéo qu'il a faite, Sam Goodchild, on voit elle est vraiment explosée en deux. Il a décidé de la recoller, donc pour essayer de finir. Mais de toute manière, il sait que là maintenant, il va faire que perdre des positions. L'objectif pour lui, c'est d'essayer de garder le top 10. On voit que pour le moment, il va pas moins vite. Il va pas beaucoup moins vite, on va dire, que Clarisse Kremer. Il y a quand même 50 000 de différence, mais bon, 50 000 de différence, on s'aperçoit qu'il y a quand même 700 000 d'écart. Donc pour le moment, tant qu'elle n'arrive pas à faire des vitesses à 450 000 quand l'autre fait des vitesses à 150 000, je dirais que ça va être compliqué quand même pour Clarisse Kremer d'aller échapper cette top 10 de cette manière-là. Mais quand même, il sait qu'il va continuer à perdre des positions jusqu'au bout. Il l'a dit en interview, hein, j'ai joué, mais j'ai perdu. Voilà, il savait qu'il devait aller dans cette dépression, hein, il n'y avait pas d'autre solution. Il a joué, il a perdu. Voilà, c'est dur. Il a dit que ça va être une expérience difficile, mais quand même enrichissante pour lui. Mais forcément, c'est dur. C'est dur parce que il était en bagarre pour la 4e place, parce qu'il faisait une belle course avec un bateau, encore une fois, de génération précédente. Et on voit que les bateaux de génération précédente ont pas forcément eu... Enfin, il y avait un écart de performance par rapport au bateau 2020, par rapport au bateau 2024. Et que Sam Goodchild, là, il s'en sortait bien sur l'Atlantique Nord, et ça lui coûte extrêmement cher. C'est ce problème. Donc voilà, dommage pour Sam Goodchild, le concurrent britannique. Maintenant, on va voir comment ça va se passer pour lui pour la suite. Derrière, Justine Métro qui continue de cravacher, mais elle est sous la menace de Thomas Ruyant. Justine Métro, 385 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. Sauf que Thomas Ruyant, eh bien, ça a été le bateau le plus rapide. 437 000 de parcouru. Et vous voyez qu'à la BMC, l'écart est un petit peu moins important, mais il y a quand même un nœud de différence, un nœud et demi même de différence sur les 24 dernières heures. Alors ça s'est un peu calmé là aussi, hein. Justine Métro sur les 4 dernières heures a repris un petit peu de vitesse par rapport à Thomas Ruyant, mais on voit que Thomas Ruyant il fait tout pour tenter de revenir. Il y a 100 000 d'écart, donc c'est pas énorme. Donc là aussi du côté de Justine Métro, alors Justine Métro elle est dans une position qui est pas évidente, parce que Justine Métro, en gros, pour elle, finir 8 ou 9, ou en sachant que là, elle n'a pas encore dépassé Goodchild, donc en fait, finir entre 8 et 8, parce qu'en gros, ça serait ça serait quand même un très bon résultat pour Justine Métro, et une belle confirmation de ce qu'on avait vu depuis 2-3 ans du côté de la classe IMOCA. Donc, là, il y a une vraie réflexion qui s'impose. Est-ce que je suis compétitrice jusqu'au bout? Je pense qu'elle est compétitrice, Justine Métro, et je décide d'attaquer jusqu'au bout. Quitte à, là aussi, tout perdre et se retrouver à avoir la casse d'une pièce qui pourrait lui coûter très cher. Ou je me dis, je suis déjà content d'être 8e et je me contente un petit peu de ça. C'est la grande question, je pense, des prochaines heures pour Justine Métro. Moi, je pense qu'elle va continuer à cravacher parce que dans le Pacifique, elle aurait déjà pu réduire la voilure et elle ne l'a pas fait. Donc je pense que moi, elle va continuer à cravacher. Je pense qu'elle a aussi confiance dans son bateau. Elle a fait aussi un check complet de son bateau avant d'affronter ces zones difficiles et je pense qu'elle a confiance dans son bateau. Donc je pense qu'elle va pas se laisser faire. Et Thomas Ruyant va devoir cravacher. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas quand même perdre qu'elle va pas rester 8e, mais je pense que ça va être la grosse bagarre entre les deux. Ruyant, il sait que c'est peut-être son dernier objectif, on va dire, de course là. Ça lui a redonné peut-être un petit peu de vigueur même à Thomas Ruyant, qui sur les derniers jours était peut-être un petit peu en difficulté mentalement.
Il s'est retrouvé un nouvel objectif, donc je pense que Justine sait que ça va être un adversaire extrêmement dangereux qu'il va falloir faire attention, mais je pense encore une fois que Thomas Ruyant, que Justine va attaquer jusqu'au bout. Enfin, attaquer en étant intelligente, mais attaquer quand même encore. Surtout que on a quand même beau dire, mais Justine Métro, malgré une tête qui des fois a l'air, on a l'impression qu'elle a l'air d'être très fatiguée, je trouve que des fois en 2-3 jours, elle se fait vraiment la cerise au niveau du visage. Alors c'est dur à estimer la fatigue de cette manière-là, mais je trouve qu'elle a cette capacité-là à se refaire la cerise. Et c'est vrai que tout le monde disait, elle est très prête physiquement. Voilà, de toute manière maintenant pour manier ses IMOCA et ses IMOCA à foil, on est obligé de faire de la salle de sport. Hein. Ça c'est clair et net qu'on est obligé de passer du temps en préparation physique en salle de sport, mais qu'elle était vraiment très prête physiquement. Justine Métro, donc on va voir maintenant sur la suite de la course et puis on espère surtout qu'il n'y aura pas un grave problème, mais encore une fois on est dans du vent qui reste assez fort, surtout que eux oui ils vont avoir du vent costaud hein, dans les prochaines heures. Quand ils seront ici, il y aura du vent à 32 nœuds avec des rafales qui seront bien plus, enfin ça sera assez stable même, hein. Tu vois que c'est pas des grosses rafales, donc ça va être costaud à gérer pour ces deux concurrents là avec encore beaucoup de mer. Aussi derrière, Benjamin Dutreux. Alors Benjamin Dutreux qui a repris un petit peu d'avance par rapport à Clarisse Kremer. On est à 115-120 000 d'écart entre les deux. Pas une mauvaise journée, hein, 351 000 de parcouru pour Benjamin Dutreux, qui disait très clairement, Benjamin Dutreux, que dépasser Boris Herman ça a été un peu compliqué pour lui à gérer mentalement parce qu'il avait l'impression de tirer sur une bête blessée. Et que c'était pas simple à vivre, voilà, parce qu'il connaît Boris Herman et que c'était pas forcément évident à vivre, mais bon, ça fait partie de la course. Et que maintenant, l'objectif, c'est d'aller garder cette 10e place du côté de Benjamin Dutreux. Mais encore une fois, il y aura de la bagarre, même s'il y a 115 000 d'écart. Clarisse Kremer va pas se laisser faire, même si Clarisse Kremer a de nouveau des petits problèmes, notamment d'hydrogénérateur. En fait, elle avait un hydrogénérateur qui s'était explosé il y a quelques jours déjà, je pense il y a bien une semaine. Et en fait, son deuxième hydrogénérateur fonctionne pas correctement. Il a des soucis au niveau des pales. Donc, elle dit qu'il fonctionne pas à 100% de ses capacités et qu'en plus, du côté de Clarisse Kremer, ses panneaux solaires ne suffisent pas à recharger correctement le bateau. Donc elle est obligée d'utiliser pas mal de gasoil, sauf que le problème c'est qu'elle en a plus tant que ça et qu'elle doit conserver ces fameux 20 litres de gasoil à l'arrivée qui doivent servir à dépanner un adversaire. Donc c'est là où là ça peut être compliqué. Alors elle le dit, Clarisse Kremer, elle est un peu en mode économie d'énergie, c'est-à-dire qu'elle essaie de faire attention à sa consommation d'électricité, et notamment elle utilise beaucoup moins Starlink, parce qu'elle possède Starlink. Elle dit que le problème de l'antenne Starlink, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie, donc l'objectif est d'utiliser le moins possible Starlink, de faire un petit peu différemment et surtout d'économiser le maximum d'énergie pour Clarisse Kremer, mais ça pourrait peut-être lui jouer des tours. On n'espère pas un blackout du côté de Clarisse Kremer, mais voilà, elle va devoir faire attention à ça. 325 000, donc c'est-à-dire que Benjamin Dutreux a fait 25 000 de plus qu'elle. Par contre, elle a fait 25 000 de plus que Samantha Davis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, 20 000 plutôt de plus que Samantha Davis. Et on voit sur les 4 dernières heures, eh bien, c'est toujours Benjamin Dutreux. Non, c'est elle qui est la plus rapide dans ce groupe-là. Qui est la plus rapide. Donc, ça veut dire qu'elle a repris un petit peu de temps sur Benjamin Dutreux. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, si elle continue à cravacher comme ça peut être pas mal. En même temps, ils sont dans du vent médian, parce que eux, ils sont sur la fin de la dépression. Voilà, ils sont au sud de la dépression, donc sur la fin de ce vent fort. Et c'est vrai que normalement, le vent médian, ça a toujours été la force des bateaux Charlie Dalin. Je rappelle que c'est un ancien bateau de Charlie Dalin, donc Clarisse Kremer peut s'en sortir pas mal. Peut-être par rapport à Guyot Environnement, Water Family. Après, Benjamin Dutreux fait quand même une belle course, parce que c'est vrai si on compare
à Maxime Sorel, hein, parce qu'on peut comparer les deux, ce sont les deux révélations du dernier Vendée Globe. Lui, il a décidé de ne pas partir sur un bateau neuf, contrairement à Maxime Sorel qui était parti sur un bateau neuf. Eh bien, c'était peut-être la bonne idée, parce que on s'aperçoit quand même que sur les 4 dernières années, il a eu beaucoup moins de problèmes techniques que ce qu'a pu avoir Maxime Sorel avec son bateau neuf. Donc c'était peut-être la bonne solution. Donc Samantha Davis derrière. Boris Herrmann qui tente de s'accrocher, mais il dit maintenant l'objectif c'est de ramener le bateau à bon port. C'est un petit peu le même objectif que Sam Goodchild, et de préserver le foil un maximum qui est endommagé. Donc il dit qu'il attaque plus à 100% sur le bateau, hein, Boris Herrmann. Donc voilà, donc forcément je pense qu'il va continuer à perdre des milles par rapport aux concurrents qui sont devant lui, qu'il ne devrait pas regagner du temps par rapport à devant. Par contre, il va finir 13e parce que derrière, Romain Attanasio est bien trop loin pour aller le chercher. Hein. Il y a quasiment une moitié d'océan Atlantique entre... voilà, il y a un quart d'océan Atlantique, on va dire, entre les deux. Surtout que du côté de Romain Attanasio, hier déjà, il avait parcouru moins de 100 000. C'était le bateau le plus lent de la flotte, je crois, avec Alan Roura. Et aujourd'hui, c'était pas beaucoup plus rapide. Il a du mal à se sortir de cette zone de poteau noir pour le moment, Romain Attanasio. Il pensait qu'il avait échappé au plus fort, et bien au final non. Alors ça commence à réaccélérer. On voit, il a fait 52 000 sur les 4 dernières heures. Donc ça réaccélère un petit peu, mais il galère quand même pas mal. Et vous voyez, la trace est pas très jolie. Hein. Ça fait des petites vaguelettes là, un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, Romain Attanasio toujours 14e, donc il a perdu un peu. Il a 200 000 d'avance sur Damien Seguin. Hier, on était plutôt aux alentours de 300 000. Donc il a un petit peu perdu. Et toujours cette bagarre, donc Damien Seguin qui est ici. 211 000 de parcouru, hein, donc plus que Romain Attanasio. Vous avez Isabelle Liochke également qui se bagarre dans ce groupe-là avec 188 000 de parcouru malgré son foil en moins. Et Benjamin Ferré qui va vite, Benjamin, avec 239 000 de parcouru. 245 pour Tanguy le Turquet, mais il va falloir faire attention parce qu'il y a 2 furieux qui sont derrière et qui veulent revenir dans le top 20. Et ça, je peux vous dire que ces 2 furieux, on les avait peut-être pas vus venir. El King, Jean Le Cam, et El Alan Roura qui a donné du chocolat à la mer. Et ça a été un moment difficile pour lui. Alan Roura, tout à l'heure, c'était quasiment le bateau le plus rapide. Il était à 425 000, ça s'est un peu calmé sur les 4 dernières heures. Jean Le Cab, lui, ça ne s'est pas calmé. 415 000 de parcouru. Hier, on m'avait posé la question dans les commentaires, on m'avait dit « Est-ce que tu vois Jean Le Cam revenir sur les concurrents de devant ?» J'avais dit non, parce que j'étais assez pessimiste, parce que je pense que son bateau a un peu perdu en performance. Il n'a pas perdu grand-chose en performance, Jean Le Cam, parce que 415 000, bon, il avait fait une journée à 500, mais c'était pas dans le même vent. Là, c'est quand même une très très belle journée de la part de Jean Le Cam. Alors, le problème de Jean, c'est comme à l'aller, le poteau noir, il ne le prend pas par le bon côté pour le moment. Ils sont plus à l'est. Donc, normalement, avec un poteau noir qui est plus large, plus dur à passer que par l'ouest. Donc là, on va voir si ça va être encore le cas du côté de Jean Le Cam. Mais voilà, qui essaye de cravacher un maximum en ce moment pour rattraper leur retard. Il est proche de Conrad Coleman. Il a même dépassé Conrad Coleman pour la 3e place du côté des bateaux à dérivée droite. Mais ça veut dire que Jean Le Cam est encore capable de faire des grosses moyennes sur la dernière partie de course. Et ça veut dire que avec leurs 100 000, 200 000 d'avance, grosso modo, c'est pas encore fait pour Benjamin Ferré et Tanguy le Turquet pour la première place du côté des bateaux à dérive droite. Il ne faut pas enterrer trop tôt le roi Jean qui cravache toujours. Et puis, derrière, on a Conrad Coleman. Alors c'est vrai qu'on a oublié de parler de Conrad Coleman, le néo-zélandais, qui a fait un tour de son bateau. Il a plongé sous son bateau parce qu'il avait cru entendre un truc au niveau de la coque. Mais en fait, il a dit que ça devait être une hallucination auditive du côté de Conrad Coleman. Et ça lui a permis de se baigner parce qu'encore une fois, il fait chaud dans les bateaux. C'est ce que disait aussi Alan Roura. Lui, en plus, il a un bateau noir. Hublot est un bateau noir. Il disait que là, au niveau des températures, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'il y a peu de vent qui rentre dans le cockpit. Et un peu pareil pour Conrad Coleman. Donc, il fait chaud dans les bateaux. Donc, lui, il a décidé de se baigner. Comme hier, il n'y avait
pas devant. Derrière, on retrouve Guirec Soudé, bah, toujours un petit peu seul au monde, hein, Guirec. Derrière, il a 1000 quasiment de retard, 800 000 de retard sur Jean-Luc Ham, et il a, dans le même temps, 300 000 d'avance sur les concurrents de derrière. Donc il continue à faire sa petite course, Guirec Soudé pour le moment, donc 5e du côté des bateaux à dérive droite. Et puis derrière, on retrouve Kojiro Shiraishi, Louis Duc et Sébastien Marseille, mais là aussi encore une zone de transition à gérer qui n'est pas évidente. Quand même, Violette d'Orange, elle s'en est très très bien sortie aujourd'hui, hein. 250 000, c'est bien mieux que ses petits camarades. Et puis on retrouve derrière donc Jin Kunshu qui doit être démoralisé complet en ce moment parce que quasiment arrêté. Antoine Cornic, ça va pas beaucoup plus vite. Antoine Cornic, qui a fait également un contrôle du bateau. Comme il n'y avait pas beaucoup de vent, il en a profité. Mais vous voyez qu'ils sont tous les trois à l'arrêt avec Oliver Air. Oliver Air, ça fait 2 jours qu'il est à l'arrêt. Cornic et Jin Kunshu, ça fait 24 heures. Eux, la situation va vraiment pas s'améliorer. Oliver Air devrait récupérer du vent avant eux. Mais bon, ça va quand même, il va falloir attendre un petit peu, quoi. Donc ils vont voir les petits camarades de devant un petit peu s'éloigner, alors que ça va être plus compliqué. Et derrière, il va continuer à avoir du vent Guirec Soudé, et je pense que ce petit groupe-là va commencer à être dans des alizés d'Atlantique Nord, d'Atlantique Sud, pardon, donc ils vont commencer à aller un petit peu plus vite. Alors ça va accélérer, voilà, dans une dizaine d'heures, voilà, pour ce petit groupe-là, qui devrait ensuite aller directement tout droit au poteau noir. Voilou. Le poteau noir qui est remonté un petit peu, hein. Il commence à remonter de nouveau au-dessus de l'équateur, ce poteau noir. Il suit en fait Romain Attanasio, le poteau noir, quand on regarde. Et puis derrière, Manuel Cousin, qui va passer le Cap Horn dans les prochaines heures. Il va dire qu'il va plutôt le passer demain, Manuel Cousin, parce qu'il va être obligé de naviguer au près. C'est extrêmement rare. Par contre, que ça soit Manuel Cousin ou Amedeo et peut-être Dennis Van Winberg, ils vont passer extrêmement proche du Cap Horn. Donc ils vont pouvoir prendre des magnifiques photos et peut-être discuter. C'est ce qu'a fait Jin Kunshu avec le garde du phare du Cap Horn qui a discuté avec Jin Kunshu un petit peu. 144 000 pour Manuel Cousin, donc on voit que là aussi ça va pas très vite. Pareil un petit peu pour Amedeo, donc c'est Dennis Van Winberg qui essaye d'aller un petit peu plus vite. Donc voilà, qui essaye encore de rattraper son retard. Avec 120 000 désormais d'écart avec Fabrice Amedeo pour le concurrent Dennis Van Winberg. Amedeo qui a fait une vidéo, il a dit que c'était vraiment pas simple au niveau des températures. Il utilise même la couverture de survie pour s'en sortir le mieux possible. Allez, on regarde les dernières statistiques du côté de la course. Donc Thomas Ruyant, le plus rapide, juste devant Jean-Luc Ham et Alan Roura. On retrouve ensuite Nicolas Luneven, Justine Métro, Paul Meillat, Jérémy Bayou, Benjamin Dutreux est 8e devant Clarisse Kremer et Samantha Davis. Donc le seul bateau à dérive droite de ce classement, c'est Jean-Luc Ham qui est 2e. Et puis Dennis Van Winberg est désormais à 13 500 km de l'arrivée. Les estimations de temps d'arrivée, Jérémy Bayou entre le 23 janvier dans la nuit à 22 h et le 24 janvier 8 h. 24 janvier pour Meillat et Luneven, Justine Métro dans la nuit du 24 au 25 janvier. Thomas Ruyant, Sam Goodchild le 25 janvier. Et du côté de Benjamin Dutreux à Samantha Davis, on nous dit entre le 26 janvier 15 h et le 27 janvier midi. Donc, ce qui nous donne lundi prochain, un truc comme ça. Voilà, lundi prochain, entre dimanche et lundi prochain. Voilà pour eux. Puis Boris Herman le 27 janvier. 1er février pour Romain Attanasio. Du 2 au 3, encore une fois, pour Giancarlo Pedoté. Après, les dates n'ont pas changé. Pour les concurrents au-delà de la 13e place de ce classement. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.